Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur France 3 Centre Val de Loire en ce mardi 27 mars. Évidemment, c'est un plaisir de vous accueillir chaque jour pour 9h50 le matin, votre rendez-vous quotidien avec plein de découvertes et aussi de la folie en compagnie d'Émilie, comme chaque mardi. Bonjour. Bonjour. Je trouve que ça va bien, folie d'Émilie. En fait, c'est un beau mariage. Et à vos côtés, donc Xavier Mathias, merci d'être avec nous. Émilie, ce matin, on va jouer à Guignol. C'est pour ça que vous avez le sourire. Hein. Mais oui, c'est pour ça qu'il va y avoir un peu de folie et on va apprendre à fabriquer là en direct un mini théâtre de marionnettes avec 3 fois rien. Ah, mais sans marionnettes, et je les ai pour vous, justement des grandes marionnettes ce matin. C'est Benji et Dimi qui sont là, qui sont en ce moment à Bonne-la-Rolande, c'est dans le Loiret, et ils proposent des stages de cirque, c'est la 3e semaine. Ensuite, évidemment, ils continueront à transmettre leur savoir-faire et leur passion pour le cirque dans la région. On parlera de tout ça avec eux. Et puis aussi, on va s'intéresser sur un mode d'agriculture qui va au-delà du biologique avec vous, Xavier Mathias. Vous êtes formateur en maraîchage bio, vous êtes inspiré de la permaculture et cette solution alternative, donc vous l'avez appliquée, vous avez préconisé en tout cas quelques conseils à Montlouis-sur-Loire, au jardin de la Bourdésière. On va développer tout cela dans quelques instants. Elle aussi, justement, promeut une alimentation saine, équilibrée et bon pour la santé, évidemment. C'est Isadora Chandezon, diététicienne nutritionniste à Orléans, qui nous déculpabilisera à la veille de Pâques, hein, vous le voyez, en nous disant qu'il est bon de manger du chocolat, mais pas n'importe lequel, bien entendu. Je le disais, c'est pas bon pour la santé, mais c'est plutôt une alimentation bonne pour la santé. On va rejoindre Héloïse. Alors, je ne sais pas si ce que l'on va déguster avec vous ce matin, c'est bon pour la santé, mais en tout cas, il faut quand même se faire plaisir avec un petit peu de limonade. Vous êtes à Janville ce matin, Héloïse, en Eure-et-Loire. Bonjour. Bonjour Jérémy, bonjour à tous. Oui, il faut se faire plaisir, surtout quand on a un petit rayon de soleil comme ça qui nous réchauffe de bon matin. Ça fait vraiment du bien. J'espère que ça y est, le printemps est là. En tout cas, moi j'en profite. Je suis déjà passée aux boissons d'été. J'ai troqué mon petit café du matin pour une bonne limonade. Et ça va de soi, hein, ici, quand on va passer la matinée avec la famille Savouré. Ici, à Janville, en Eure-et-Loire, la famille Savouré, c'est une institution. Cela fait 5 générations qu'on perpétue une tradition, celle de la fabrication de la limonade La Bosseronne. Alors vous vous doutez bien que la production, ça se passe dans l'entrepôt qui est situé juste derrière moi. Pardon, je vais y arriver, je suis un petit peu trop détendue ce matin. Et on va évidemment aller retrouver Tiffaine et Stanislas qui sont les héritiers justement de cette tradition et qui continuent de la faire vivre. On va évidemment parler de l'histoire de leur famille ensemble. On va vous montrer comment on fabrique cette limonade locale. Et puis surtout, on va parler de l'avenir, le futur qui est très très beau, qui est radieux pour eux parce que la limonade ça marche bien et il y a plein de fans dans la région et ailleurs. Du coup, je vous dis à la vôtre et à tout de suite, Jérémy. Et oui, une bonne limonade pour regarder un bon spectacle de marionnettes, hein, c'est ce que vous nous proposez, Émilie. Oui, en plus, savez-vous que c'est aujourd'hui même la journée mondiale du théâtre? Non, on ne le savait pas. Des folies de journée mondiale comme ça. Et bien aujourd'hui, c'est le théâtre qui est à l'honneur. Donc pour l'occasion, je voulais vous montrer comment fabriquer un mini théâtre de marionnettes avec 3 fois rien. La base, c'est d'avoir un carton sous la main ou d'en récupérer un. Ça ne sera pas bien compliqué à avoir. Comme ceci. Vous découpez un grand côté, comme je l'ai fait là, de sorte à pouvoir poser votre carton à plat, comme ceci. Ensuite, côté peinture, vous voyez que j'ai déjà prépeint mon petit théâtre. Vous êtes libre, bien entendu, d'utiliser les couleurs que Xavier, vous souriez parce que c'est vrai qu'on a l'impression que la peinture est encore fraîche. Oui, il ne faut pas toucher, je pense. Ça n'est pas qu'une impression. Alors, veillez à prendre une couleur un petit peu foncée pour marquer les planches du théâtre, le sol. Voilà, ça ressortira un petit peu mieux. Pour faire votre rideau, on va avoir besoin d'une tringle à rideau. Alors, vous chopez n'importe quelle petite tige qui va faire office de tringle. Moi, j'ai pris un tuteur à plantes. Voilà, n'importe quel bout de tissu. Vous dites ça parce que Xavier, justement, c'est ça. Bah oui, tout est lié. Spécialisé en maraîchage. Sur le côté de votre carton, vous allez faire 2 trous à l'avant pour passer vos rideaux. Moi, j'ai pris en fait votre rideau là. Alors moi, j'ai pris un bout de nappe en tissu plastifié. Vous pouvez prendre n'importe quoi, une vieille guenille, un vieux t-shirt, fera bien l'affaire. Choisissez la couleur voulue, mais c'est vrai que rouge, ça s'y prête. Hop, on enfile son petit truc comme ça. Hop, 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 hop. Voilà. Et ça se fait très vite en fait. Hein. Mais bien sûr, vous fixez votre... Vous avez le droit de l'aider, Xavier. Hein, c'est une émission participative. Votre tissu, vous le découpez de sorte, bien entendu, à ce qu'une fois fermé, votre rideau, voilà, soit à la bonne hauteur et referme complètement votre petit théâtre. Il y a un trou en Alors bas, là, on va le rouvrir. Non mais là, il y a un trou en bas de votre rideau. Il y a un trou en bas de mon rideau, comment ça? Écoutez, on voit le bas de scène en fait, là, en bas de votre rideau.
on voit le bas de scène. De la scène, oui. Il y a un creux. Ah oui, il y a un creux, il est mal découpé. D'accord. Il n'est pas assez long, en fait, votre rideau. C'est ça que je voulais dire. Voilà, je suis en train de fixer mes petits rideaux pour vous rendre compte. Vous avez même les pinces, en fait, qui pour va qu'on puisse avoir, les mettre. ouais, j'ai mis des pinces. Vous savez, c'est des cales pour les nappes, sur les coins de nappes. Voilà. Alors, vous allez dire maintenant comment on fait passer les marionnettes. Eh bien, à l'arrière, au fond, regardez ma main. Ah, donc on doit tenir le carton, en fait, comme ça, en permanence. Non, vous le mettez en équilibre, regardez comme ça. Et en fait, le petit écart que j'ai fait là va me permettre de sortir ici ma main, mes marionnettes. Et vous allez dire, il me faut des petites oui, elles sont où, vos marionnettes? Parce que moi, je vous ai montré les miennes il y a quelques instants, mais elles ne rentrent pas dans le carton. Hein. Non, alors, une paire de chaussettes, vous avez ça? Une vieille paire de chaussettes? Oui, on a tous ça, évidemment. Alors, vous attachez des petits yeux, vous pouvez prendre des boules cotillons si vous voulez. Moi, j'ai pris des petits morceaux de tissu, voilà, en peignant les œufs. Un petit bout de carton de la taille du pied de la chaussette que vous enfilez dedans. Comme vous avez l'air fasciné par la créativité d'Émilie. Non, mais si. Voilà. Regardez, elle commence à prendre forme, ma marionnette. Vous savez pourquoi? Parce que maintenant qu'il y a le carton, si je la fais bouger, regardez, on commence à deviner. Allez-y, mettez votre main à l'intérieur. Voilà, on commence à mettez-la dans le théâtre aussi, parce que sinon on ne voit pas. Ah bah attendez, mais je la finis ma marionnette. Non, il faut alors. aller vite parce qu'on on lui met retard, en fait, des cheveux. Hop. Ah d'accord, vous agrafez en fait ses cheveux. J'agrafe. C'est sûr que sans cheveux, la marionnette a beaucoup moins de charme. Les cheveux, on lui agrafe normalement une petite langue rouge à l'intérieur. Alors moi, je ne vais pas lui mettre la langue tout de suite, puisque vous me dites d'aller vite. Et hop, il suffit de rentrer comme ça. Et voilà. Ma petite marionnette. Bravo. Bon, entraînez-vous, Émilie. Pendant ce temps-là, on va rejoindre Héloïse, qui ce matin est donc, je le disais, dans l'Eure-et-Loire à Janville, où vous allez donc tout au long de cette matinée savourer de la bonne limonade traditionnelle. J'ose dire quand même à consommer avec modération, parce qu'il y a quand même un petit peu de sucre, et je sais qu'on va se faire taper sur les doigts par Isadora dans quelques instants si on en boit trop. Hein. Oui, mais je suis sûre que ça se marie bien avec le chocolat ou avec autre chose. Évidemment, on va vous donner un petit peu les ingrédients pour que vous sachiez un petit peu de quoi est faite cette limonade. Mais c'est vrai que c'est du sucre et de l'eau. Mais on va en parler après, si vous voulez bien. Regardez, on vous a mis plein de choses en fait qui retracent un petit peu l'histoire de la Maison Savourée. Il y a Tiffaine qui est avec moi. Tiffaine, c'est la petite fille de la maison, mais finalement vous êtes celle qui est à la tête aujourd'hui de la Maison Savourée avec votre frère Stanislas. Oui. Du coup, on fête cette année les 130 ans de la Maison Savourée, c'est ça? C'est ça. C'est énorme, 130 ans. Que vous... 130 ans, oui, de père en fils, qu'on fait notre limonade, qu'on livre les boissons à domicile, aussi bien auprès des particuliers, bars, restaurants, que particuliers. Donc c'est du conseil, c'est du service, voilà, depuis 130 ans, tout ça. Ouais, en fait, c'est 3 activités en une, c'est ça qui est assez fascinant, c'est qu'il y a la limonade d'un côté, et puis après il y a le chauffage pour l'hiver. Voilà, mais alors tout ça a une logique en fait, tout ça en fait. Pas forcément, en fait, ce qui s'est passé, c'est comme on a démarré l'activité en 1888, on s'était lancé dans l'embouteillage de bière, de limonade et de l'eau de sel, ce que vous avez ici justement, qui était une eau gazeuse, un petit peu dans le même esprit. C'est une eau pétillante tout simplement. Et ça, c'est la mission de départ. Au début, vous faites ça. C'est la mission de départ. C'était de la production de limonade, de l'achat-revente des sodas et eau et vin, et distribution de boissons. Ensuite, entre les deux guerres, on s'est aperçu que le personnel en fait, avait énormément de travail l'été, mais que l'hiver, à part du nettoyage et du rangement, on avait vite fait le tour. Donc on s'est lancé en fait, dans la distribution de chauffage, charbon, bois et fioul, ce qui fait que ça faisait vraiment 2 activités complémentaires. Alors c'est 2 liquides, mais un petit peu complètement différents. Voilà. Mais du coup, dans le secteur ici, on vous connaît très très bien parce que la famille est implantée ici depuis toujours. Depuis toujours, oui. Et c'est vrai que tout le monde connaît ces différentes activités. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que ça choque personne. On se dit, normal. Un petit peu surprenant. Quoi. C'est quand même surprenant. C'est des métiers qui sont plutôt en voie de disparition. Donc c'est vrai qu'on n'est plus habitué à avoir ce genre de métier finalement. C'est l'un ou l'autre, mais pas les deux en fait. Alors vous, je sais que vous aviez démarré une carrière ailleurs, puis finalement vous êtes revenu ici. Du coup, pour vous, vous disiez petite... je ferai ça, je perpétuerai la tradition familiale. Non, je m'étais dit jamais je travaillerai à la Maison Savourée. Parce que aussi la limonade était arrêtée. En 95, on a arrêté la production puisque toutes les nouvelles normes européennes sont arrivées. Nous, on avait vraiment du matériel trop ancien pour continuer comme ça. Donc on a arrêté. On a fait une pause, on s'est dit peut-être que plus tard on recommencera. On avait tout gardé sous la main au cas où. Et en 2008, on a relancé en fait la production de limonade nature.
Et donc j'ai dit, bon, bah là maintenant ça m'intéresse, c'est notre produit, il y a notre nom dessus, c'est le nôtre. Donc, ce sont vos recettes aussi? Donc c'est nos recettes aussi, et c'est vrai que ça m'a donné envie de revenir travailler pour nous finalement. Ouais, et puis vous me racontiez que finalement ça fait rejaillir plein de souvenirs aussi quand vous étiez petit. Oui. Le grand-père, il vous montrait comment on la fabriquait, cette limonade, c'est ça? Vous mettiez les doigts dans le sucre, il paraît? On mettait les doigts, on jouait dehors comme des enfants autrefois, on avait les mains toutes noires et nous servait un petit gobelet d'arôme en fait, du concentré, et on mettait les doigts dedans, on buvait ça et c'était super bon en fait. En fait, c'est le sirop avec lequel on compose notre limonade. Voilà. Donc c'était super bon, c'était plein de sucre, c'était super bon. Du coup, je pense qu'on a répondu un petit peu à votre question, Jérémy. Effectivement, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de sucre dans de la limonade, mais on va vous expliquer justement comment on la fabrique. Et du coup, c'est Stanislas qui va nous dire tout ça. Il faut juste qu'on aille s'équiper un petit peu et on vous retrouve tout de suite. Mais évidemment, Héloïse, à tout de suite. On a toujours des bonnes excuses quand on est gourmand, hein. C'est évident. Donc ce mariage de chocolat et limonade, ça ne m'étonne pas que vous l'ayez trouvé parfait. Mais là, on ne va plus avoir d'excuses pour respecter l'environnement et la planète avec vous. Xavier, vous êtes formateur en maraîchage bio. Vous enseignez à l'école du Breuil à Vincennes, ainsi donc à la ferme d'Avenir, située au château de la Bourdésière à Montlouis-sur-Loire. C'est en Indre-et-Loire, près de Tours. On a déjà eu l'occasion de parler du potager de ce château, mais là, on va donc s'arrêter sur cette ferme d'Avenir, qui est donc la ferme pilote, hein. Qu'est-ce que vous transmettez là-bas ? Oui, l'idée, c'est de s'inspirer de la permaculture, de sortir des modèles agricoles qu'on a là, qui vraiment posent un vrai problème au niveau de l'environnement, mais qui sont aussi très coûteux en énergie, socialement, qui ont un impact aussi très négatif, hein. L'agriculture emploie très peu d'agriculteurs, puisqu'on a choisi la mécanisation. Et puis, humainement aussi, elle est assez dramatique, hein, notre agriculture. On voit bien que les agriculteurs sont aussi malheureux de cette pratique. Et il faut vraiment arriver à autre chose. C'est quoi la permaculture alors ? Alors, ce serait très difficile donc de résumer là rapidement. Donc, en général, on préfère dire qu'on s'inspire de la permaculture. On peut dire que c'est une pensée à la fois éthique et pratique, qui est basée sur dire qu'on va imiter la nature. Non, ce serait bien trop prétentieux de notre part. En tout cas, s'en rapprocher. Voilà, et s'en inspirer. C'est-à-dire qu'on va prendre un exemple tout simple, hein. Une forêt ne produit pas de déchets, et sa seule énergie, c'est l'énergie solaire. Voilà. Comment nous, on va se débrouiller pour ne pas produire de déchets ou le moins possible et être sur une énergie qui soit une énergie solaire. Normalement, l'agriculture, c'est ça, hein. Mais comment vous concevez en fait le métier de maraîcher ? Comme un métier à forte main-d'œuvre. Et donc, il va falloir aussi former comme un métier. Moi c'est mon métier, j'adore ça, et comme quelque chose d'assez exaltant en fait, et qui est un superbe sujet pour qu'on arrête d'importer. La majeure partie des fruits et légumes qu'on mange en France, c'est de l'importation. Et c'est quand même dommage, on a les terres pour, on a plein de gens qui ont envie de le faire. Donc voilà, c'est un beau métier qui demande maintenant qu'à pouvoir s'épanouir un peu plus. Qu'est-ce qui nous manque alors pour que ça se développe ? Voilà. Pour que ça se développe, ce qui nous manque, c'est quand même un autre regard porté sur les fruits et légumes en général, qu'on arrête de nous bassiner avec les fruits et légumes, c'est cher, c'est cher, c'est cher. Non, un smartphone, c'est cher. Fruits et légumes, voilà. Remettons les choses, les choses, en fait, effectivement. Remettons les choses un petit peu à leur place. Donc, nous, ce qu'on prône, c'est vraiment manger de saison, manger le plus local possible, et de façon à ce que ce soit juste pour l'agriculteur qui produise. Rien de plus que ça, et que surtout qu'on arrête de, je suis désolé pour le mot, est un peu violent, mais de dépouiller l'environnement comme on est en train de le faire. À quel moment vous avez compris en fait finalement que le mode de production agricole contemporain n'était pas le bon ? Est-ce qu'il y a eu un déclic ? Alors moi, j'ai pas eu de déclic véritable. J'ai toujours été, c'est curieux, hein, depuis que je suis gosse, j'ai toujours été dans cette idée que voilà, la chimie ça va pas, la toute-puissance mécanique ça va pas. Vous l'avez très vite écarté en fait, naturellement. Je suis jamais rentré dans ce jeu-là. Par contre, quand j'ai la chance d'aller chez les Dogons régulièrement au Mali, sur la falaise de Bandiagara, et là, ça prend toute sa mesure, en fait, hein. Effectivement, eux pratiquent une agriculture incroyable,
avec très peu de sol, sans mécanisation. Tout le monde mange, ils valorisent des petits espaces. Et là, je me dis, oui, c'est quand même cette voie-là qu'il faut qu'on explore. Et puis, paradoxe, hein, quand même, ils ont un mode de vie qui est bien plus simple que le nôtre, mais ils ont un sourire, souvent, qui est bien plus grand que le nôtre. Donc, c'est vers ça qu'on va. C'est cette idée. C'est ça qu'il faut cultiver aussi. Voilà, le sourire, mais parce que la nature le rend bien lorsqu'on la respecte, quoi. C'est surtout ça. Et de voir nos agriculteurs malheureux, les clients, enfin, les consommateurs sont peu heureux non plus. Voilà, les tomates qui n'ont pas de goût, les fraises qui n'ont pas de goût. Enfin, et c'est revenir vers tout simplement plus de bon sens et surtout plus de plaisir, quoi. On n'est pas du tout dans la contrainte ou dans la coercition, etc. Non, non. Ce qu'on propose, c'est joyeux, vraiment. Hein. Et ce que vous proposez, vous le partagez évidemment avec le plus grand nombre, puisqu'il y a un dernier livre qui s'appelle Au cœur de la permaculture, que vous avez écrit pour transmettre évidemment cette philosophie, on va dire en quelque sorte, oui, de production agricole. Et vous allez encore plus loin, vous avez eu la chance en fait de participer à un dernier film qui va paraître le 11 avril prochain de Hélène Médig, On a 20 ans pour changer le monde, qui, cette dernière en fait, s'est carrément inspirée finalement du fondateur en fait, des fermes d'avenir, qui est Maxime de Rostelan. Comment vous êtes intervenu dans ce film? Qu'est-ce que vous racontez? Alors, c'est un film qui est totalement sincère, en fait. Donc, que Hélène a écrit au fil elle avait bien sûr un scénario en tête, hein, mais elle l'a écrit au fil des rencontres de Max. Il se trouve que quand elle a filmé une scène entre nous, elle s'est dit, bah voilà, je vais donner de la place aussi aux côtés de Max à Xavier, et puis à tous les grands acteurs, quoi, de Ferme d'Avenir. Et elle nous a un extrait, alors. Ouais, avec plaisir. Ouais, c'est parti. Il n'y a plus rien, il y a de la terre à nu, il n'y a plus d'animaux. Comment un projet de société nous échappe? Qu'est-ce qui s'est produit? On a minéralisé trop vite la matière organique. On a perdu la faune qui aère les sols, qui fait rentrer l'eau, qui fait rentrer l'oxygène. On a industrialisé l'agriculture. Moi, je produis de la matière première qui est du blé. Je ne sais pas ce qui devient après. On a perdu tout le sens de notre métier, en fait. Donc pour celles et ceux en fait, finalement, qui n'ont pas eu ce déclic, ou en tout cas cette façon naturelle d'aborder la nature différemment, après avoir vu ce film, normalement ils vont changer leurs habitudes. Oui, l'idée c'est vraiment d'être inspirant, quoi, de montrer que c'est possible. On est une petite poignée, hein, mais de tous les mondes. En fait, c'est un film qui traite de l'agroécologie, mais le vrai fond du film, c'est la réunion des mondes. C'est voilà comment, avec Max qui est plutôt urbain, avec Nicolas Hulot qui maintenant est dans la politique, alors qu'il ne l'était pas à l'époque, comment voilà, on se réunit tous maintenant, on arrête de s'opposer, on arrête de dire il y a les gentils bio, les méchants conventionnels, les méchants politiques, les gentils citoyens. Non, c'est comment maintenant tous ensemble on y va. En bonne intelligence, parce qu'on a un intérêt commun, c'est de... Exactement. Exactement. Ouais. Et donc ça s'appelle On a 20 ans pour changer le monde, ça sortira le 11 avril, c'est un film donc signé Hélène Médig. On peut retrouver évidemment toutes les informations sur le site internet, hein, fermedavenir.org. Voilà. En Centre-Val de Loire, donc c'est au château jardin et potager de la Bourdésière, là où vous travaillez. Et puis également sur votre Facebook aussi, on retrouve l'intégralité des messages que vous venez de nous transmettre. Merci Xavier d'avoir été avec nous. On va rejoindre Héloïse qui depuis tout à l'heure va explorer un peu plus encore, parce que vous le voyez, je rigole d'avance en voyant cette image. Je ne sais pas comment vous lancer parce que je suis tellement habitué à vous voir avec une Charlotte comme ça maintenant que... Voilà, bah écoutez, c'est à vous, Héloïse. Vous êtes à Jeanville, en Eure-et-Loire. C'est vrai que vous devez être blasé parce que c'est quand même souvent que je me déguise pour vous, Jérémy, du coup. Mais c'est vrai que la Charlotte, je commence à m'habituer un petit peu aussi avec ma tête toute bouffie là devant vous. Je suis avec Stanislas, je suis passée de la sœur au frère. Tout à fait. Et voilà, et on est dans l'espèce de production en fait de cette belle et bonne limonade. Du coup, Stanislas, comment ça se passe? Comment on fabrique cette limonade? Est-ce que déjà la recette est secrète? La recette est secrète de père en fils dans la famille. D'accord. Depuis 130 ans cette année. D'accord. Et donc aujourd'hui, tout commence ici, où on va commencer à fondre nos sucres, assembler nos arômes. Alors ça se passe là-dedans, c'est ça? C'est ici. On a déjà fait, hein, cette étape-là est déjà terminée, hein, c'est ça? Voilà, c'est bien ça. La fonte a eu lieu ce matin de très bonne heure. Ouais. Et donc aujourd'hui, on est à la mise en bouteille. D'accord. Voilà. Mais donc là-dedans, on met l'arôme, le sucre. Le sucre, un peu d'eau pour qu'il fonde. Ouais. Les arômes. Et on chauffe?
Ça chauffe pas à température ambiante. D'accord. Et ensuite, par le biais de pompe, on va rebalancer dans notre tank, là où on va mélanger homogènement pour qu'on puisse après faire l'absorption de gaz carbonique, D'accord. le dioxyde de carbone. D'accord, mais du coup, la limonade, recette savourée ou pas recette savourée, Oui. c'est de l'eau, du sucre, Voilà, des arômes. des arômes et ensuite du Et gaz, quoi. Enfin, voilà, gaz carbonique. Ouais, gaz dioxyde carbonique. de carbone, du gaz alimentaire. D'accord. Hein? Sauf que maison savourée, le sucre, il est local autant que possible. Oui, tout à fait. Ouais. Artenay ou Toury. Ouais. Voilà. Et l'eau. Et l'eau issue des nappes de Beauce, alors c'est l'eau de boisson de la ville, D'accord. donc directement acheminée ici. Oui, parce que le château d'eau, il n'est pas très très loin hein, d'ici. Le château d'eau est à peu près à 1 km d'ici, ouais. D'accord. Voilà. Ok. Et nous, on passe par une filtration supplémentaire, un UV, et puis pour éviter qu'il y ait des microbes qui s'infiltrent, bon, au cas où, D'accord. par sécurité. D'accord. Du coup, ça c'était fait ce matin. Il y a Voilà. encore des choses dans la cuve qui est là? Alors, la cuve est pleine. Ouais. Enfin, elle commence à Elle baisser commence à un se petit vider. peu. Voilà. Alors, je vous laisse vérifier. Voilà, alors on a mis en route il y a environ une demi-heure. Ouais. Et donc là, le produit est pas statique, hein, on a une palme qui tourne. Ça sent bon le citron. Hein. Ça sent très bon le citron, c'est très agréable. Ah ouais. Et donc, ce produit-là va être en direction du Du saturateur. Voilà. Donc c'est là où on ajoute le gaz carbonique. C'est là où on va mettre la petite bulle de finition. C'est là que ça devient pétillant. Et c'est là qu'on dit c'est une limonade. D'accord. Donc là c'est la recette classique, mais il y en a plein d'autres des recettes finalement. Vous essayez de diversifier le plus possible. Un maximum. Alors aujourd'hui, il est vrai que nous avons sorti des limonades aromatisées parce qu'on avait une demande. Et aujourd'hui, c'est très apprécié par nos clients. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est la traditionnelle vraiment qu'on est en train de fabriquer aujourd'hui. La traditionnelle. Donc la traditionnelle, elle a forcément ce petit goût de citron en fait. Tout à fait. Une limonade, le lemon hein, en latin. Donc on retrouve le citron. D'accord. Ah. Ok. Et donc on met combien de temps à fabriquer de la limonade aujourd'hui? On va fabriquer combien de bouteilles là? Eh bien, avec une cuve comme celle-là? Alors là, aujourd'hui, on fait des bouteilles en litres. Ouais. Oui, je vais refermer. On fait des bouteilles en litres et on va sortir 2500 litres. C'est la contenance totale du tank. D'accord. Voilà. Lorsqu'on va faire des petites bouteilles, on va faire 2500 litres. Si on fait des 33 centilitres, on aura 7500 bouteilles. Ouais, évidemment. Mais Voilà. du coup, il y en a pour quelques heures là. Donc, Alors là, encore 2h30. Ah ouais. Voilà. D'accord. Ok. Donc du coup, après, ça va se passer par là-bas, mais je pense qu'on Voilà. on ira voir. Aujourd'hui, vous avez un petit peu d'aide avec vous. Mais sinon, vous êtes à temps plein sur la fabrication de la limonade. Je suis là tous les jours, du lundi au même samedi. Ouais. Voilà. Parce que on va vous raconter tout ça justement tout à l'heure, mais cette limonade, elle marche très bien. Du coup, ici, on a une ligne de production qui fonctionne à plein régime. Et du coup, il y a peut-être de la place pour peut-être une deuxième ligne de production. On ne sait pas, on réfléchit. On vous sent dit en ça tout dans cas, un instant. Héloïse, que c'est votre péché, hein, la limonade. Hein. Vous avez l'air passionné à l'écoute Moi, de dès qu'il y a cette du sucre, vous savez, présentation. c'est bon. Hein. Ouais. On se retrouve dans quelques instants. Nous, notre péché, c'est le chocolat dans 9h50 le matin, puisque vous le savez, ce week-end, ce sera l'occasion de se faire plaisir avec le week-end de Pâques, Émilie, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas manger n'importe quel chocolat, et vous n'allez pas dire le contraire, évidemment, Isadora, puisque vous êtes diététicienne, nutritionniste, spécialiste des troubles du comportement alimentaire et de la chirurgie bariatrique. Et donc, ce week-end, est-ce qu'on va pouvoir manger tous les chocolats? Est-ce qu'ils sont tous bons pour la santé? Alors non, pas tous, en dehors du chocolat noir, donc qui doit contenir obligatoirement 48% de chocolat minimum, et du chocolat au lait qui doit en contenir donc 30%. Alors tous les deux en tablette, on ne parle pas de toutes les petites confiseries qui vont évidemment à côté. Oui. L'industrie agroalimentaire d'ailleurs ne cesse de renouveler donc un choix fantastique de produits qui a le surnom de au chocolat ou au cacao. Oui, alors du coup ça nous attire en fait, alors que finalement il y a Bien très sûr. peu de Non. chocolat pur Non. et beaucoup plus de sucre. Oui, alors 35%, le reste étant évidemment du sucre et du gras. D'accord. Vous consommez du chocolat, Émilie, vous? J'adore ça. Mais vous consommez quel type de chocolat? Le noir. Oui. Voilà. Donc, Alors, je ne sais pas parce qu'il y a, C'est le il y meilleur a deux des discours. chocolats. Il y a deux discours. J'ai déjà entendu que finalement le chocolat au lait n'était pas si mauvais. Et puis, en général, on a tendance à dire que le chocolat noir est quand même le moins calorique. Et alors Isadora, est-ce que le chocolat au lait, trancher. Émilie peut continuer à le manger? Alors, le chocolat au lait, effectivement, contient moins de cacao, mais par contre, il est vrai que comme il y a du lait, il y a aussi du calcium. Donc, voilà. Ah, c'est pour ça Mais qu'il après, n'est pas le calcium, on peut le inintéressant. trouver dans d'autres Voilà, c'est ça. aliments plus Effectivement. sains. Bien sûr. Mais est-ce que le noir est quand même plus recommandé pour la santé? Oui, avec des antioxydants, donc
pour la santé. Mais qu'est-ce que contient, là on le voit, on voit une chocolat noir, tablette en fait de chocolat noir que je n'ai pas. Est-ce que... Oui, d'ailleurs, moi je vais y aller parce que... que contient en fait finalement 100 grammes de chocolat noir par exemple? En termes de nutriments? Bah oui, parce que vous parlez de protéines, enfin de calcium, etc. Est-ce qu'il y a des protéines dedans? Est-ce qu'il y a du gras, des lipides? Alors, effectivement, il y a, donc comme on peut le voir, là, les bienfaits du chocolat. Donc c'est riche en magnésium. Donc le magnésium aide à lutter contre le stress, hein, d'où l'effet anti-stress donc du chocolat. Évidemment, c'est source de plaisir parce que c'est gras, c'est sucré, surtout parce que c'est sucré. Ça diminue la tension parce que du coup, les acides gras qui sont dedans sont des acides gras oléiques, donc comme l'huile d'olive. Donc c'est pour ça, ça fait baisser le cholestérol. C'est du gras végétal. Exactement, voilà. Alors le gros problème qu'il y a, c'est que les industriels maintenant utilisent des matières grasses végétales qui sont de moins bonne qualité, hein, comme l'huile de palme par exemple, très controversée. Qu'ils mettent dans des tablettes de chocolat. Voilà, à la place du beurre de cacao, pour diminuer évidemment les coûts de production. C'est indiqué quand même maintenant, si on veut y faire la chasse, on est au courant. courant. C'est indiqué, il faut vraiment lire l'étiquette de la paquet de chocolat qu'on va acheter. C'est exactement ça. Mais en règle générale, un bon chocolat noir, si on a prévu avant, enfin si on a vérifié avant que tout était OK dedans, ça donne la pêche. Enfin, je sais pas, c'est bon pour le moral et puis pour la forme. Tout dépend effectivement de la quantité que vous en consommez. C'est bon pour la santé en fait finalement. Mais oui. Combien quelle quantité faut-il consommer? Alors en règle générale, on est autour de les chercheurs disent 45 grammes. Les nutritionnistes et les médecins sont plus autour de 65. Ce qui correspond par rapport à la tablette? Alors, ce qui correspond à un carré de chocolat par jour. Pas plus. On n'a pas le droit de plus d'un carré de chocolat par jour. Parce que donc ça reste gras et sucré. Pour le week-end de Pâques, c'est un carré, pas plus. Voilà, c'est le petit week-end où il faut faire un l'entorse, effectivement. Alors, Émilie, vous parliez justement, ou c'était plutôt vous, Isadora d'ailleurs, du fait que c'était anti-stress, ça apaisait, mais aussi ça stimule. Ça a quand même cette réputation, le chocolat, non? Alors, effectivement, ça stimule parce qu'effectivement, il y a dedans donc, des endorphines qui sont similaires, comme quand on fait du sport, on sécrète des endorphines. Donc là, ça fait le même effet. Il y a de la caféine, bien sûr, donc, comme dans le café, et il y a de la théobromine, donc, qui sont les antioxydants et, du système nerveux, les substances excitantes du système nerveux. Oui. Et il y a évidemment... Mais il n'y a pas que le système nerveux que ça excite. Non, alors moi, en fait, j'ai parlé de stimulant parce qu'il semblerait que le chocolat ait des vertus aphrodisiaques, Émilie. Vous m'avez coupé l'herbe sous le pied. Alors voilà, alors d'où vient cette légende, entre guillemets, qui n'est pas une légende à proprement parler, puisqu'effectivement, ça vient des conquistadors, donc, qui en 1524 ont rapporté en Europe donc, les fèves de cacao, et, qui ont été découvertes au Mexique, et il était actuellement, et il l'est encore d'ailleurs, une véritable source de prix. Donc les Aztèques, ils écrasaient les fèves de cacao grillées, et ils rajoutaient évidemment de l'eau, du piment, du gingembre, donc qui est aussi connu pour être aphrodisiaque. Vous nous ferez une chronique sur le gingembre la prochaine fois? Oui, pas de souci. Ça m'a faim. C'est le printemps, vous savez. Ah oui, voilà. Et du coup, il buvait cette boisson qui a été donc offerte à Cortés, donc le chef mexicain. Et lui, le consommait pour pouvoir... Et il a eu 18 enfants. C'est un peu ça, oui, on est dans l'idée. Hein, il était atteint de priapisme, en fait, c'est ça. C'est ça. Et du coup, cette tradition a continué avec ce système de dire que le chocolat est aphrodisiaque. Voilà. Ça vient de là. Aphrodisiaque, déstressant, apaisant. Bon pour le cœur. Bon pour le cœur, ça nous fait dormir aussi? Oui. D'accord. Ça nous réveille d'abord et après ça nous fait dormir. Voilà. Très bien. Merci en tout cas Isadora pour cette présentation du chocolat noir. On va changer à présent notre regard sur ces petites tablettes de chocolat, Émilie, que vous admirez tant et que vous désirez tant, on le sait. Merci d'avoir été avec nous. On va rejoindre Héloïse qui d'ailleurs depuis tout à l'heure en fait nous parle de limonade. Est-ce que c'est bon pour la santé, Isadora, la limonade? Alors, tout dépend de la limonade. Alors évidemment, tout dépend d'une fabrication artisanale. Évidemment, c'est meilleur. Là, c'est le cas là. Hein, voilà. Janvier, le gros problème reste le sucre. Voilà, comme tous les sodas. Vous l'avez entendu, Héloïse. J'espère que vous avez les oreilles bien ouvertes puisque Isadora vient de nous parler des bienfaits de la limonade si on la consomme avec modération. Oui, je pense que c'est un petit peu comme tout ce qui est sucré. Hein. À mon avis, il n'y a pas de secret. Je pense qu'il faut y aller tout doux. Mais c'est pour ça qu'ici, on fabrique des grandes bouteilles, mais on fait aussi des petits formats. Hein. C'est ça, Stanislas? On fait des petits formats et l'intermédiaire en 75 centilitres. D'accord, il y a des 1 litre, 75 et 33 centilitres. D'accord. Tout à fait. Et les 33 centilitres, c'est quoi? Ça va être pour les enfants plutôt Alors, ça va être pour la revente, pour les snacks, tout ce qui est cafetier.
service au verre en terrasse. Et après, les personnes qui souhaitent. C'est à disposition pour tout le monde. On parlait de la présence de sucre dans la limonade. Évidemment, il y a du sucre. Évidemment, c'est ce qui fait son goût aussi. Mais il faut préférer la limonade artisanale. J'imagine que vous dosez, vous. Faites attention. Alors, la limonade, c'est le produit où il y a le moins de sucre. C'est-à-dire? Par rapport aux limonades aromatisées, où là, on va être beaucoup plus élevé en sucre. D'accord. Pas autant que les boissons qu'on connaît tous, mais quand même supérieur à la limonade traditionnelle. D'accord. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une chose, c'est qu'en plus de la limonade, ici, on fait le Boscola. En fait, on fait un Coca-Cola. Oui, tout à fait. Qui est allégé en sucre en quelque sorte. Enfin, en tout cas, il y a moins de sucre. Il est moins sucré. D'accord. Voilà. Vous faites attention à ça. Oui, tout à fait. Ouais. Et aujourd'hui, on est très taxé par rapport à toutes ces boissons où on met du sucre. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'il faut essayer aujourd'hui travailler avec beaucoup moins de sucre. Ouais. Et pour les personnes qui travaillent avec le sel, moins de sel, voilà. Évidemment. Du coup, notre chaîne de fabrication, elle démarre ici. Heureusement, il y a Teddy et le papa qui nous aident aujourd'hui. Oui, tout à Sinon, fait. vous ne pourriez pas être heureusement un petit peu partout. Du coup, le process, il est tout le temps le même, que ce soit des grandes bouteilles ou des petites bouteilles. C'est toujours comme ça. C'est toujours l'entrée du carrousel va toujours se faire ici. Là où on va rincer la bouteille, avec un petit jet d'eau sur 2 ou 3 secondes. Pour enlever tout débris de verre ou de poussière. Et ensuite, on va pouvoir faire la mise en bouteille. D'accord, c'est ici que ça se passe. Et du coup, vous avez des bouteilles à vis, mais vous avez aussi de la bouteille avec le bouchon traditionnel, en fait, le vrai bouchon à l'ancienne. Oui, tout à fait. Donc là, on va le mettre à la main sur la bouteille, on va le fermer à la main. Donc ça, c'était un souhait de votre part de le garder, ça. Oui, tout à fait, parce que c'est artisanal, c'est ancien, c'est... Voilà. Ça répond tout à fait à ce que nous faisons. D'accord. On n'est pas industriel, on est artisanal. Ouais. Vous êtes encore à petite échelle, même s'il y a beaucoup de demandes. On est très sollicité en ce moment, donc tant mieux, mais on restera dans l'artisanat. D'accord. Alors, vous parliez tout à l'heure des différentes recettes. Vos recettes, vous ne faites pas n'importe quoi, c'est-à-dire que vous consultez un aromaticien, c'est ça, pour travailler avec vous? Oui, tout à fait. Nous sommes aidés avec les aromaticiens pour équilibrer les recettes sur les sucres, les acides, pour que la recette ne tourne pas dans le temps. D'accord. Et aujourd'hui, on arrive à conserver nos produits sur une période de 18 mois. D'accord. Et plus. D'accord. Mais nous, on étiquette à 18 mois. D'accord. Voilà. Alors, là, je voulais qu'on montre une petite chose parce que là, on a une exclusivité en fait. On a les toutes premières bouteilles spéciales 130 ans en fait sous nos yeux, c'est ça? C'est tout à fait ça. Donc chaque étiquette est différente. Ouais. On retrouve le logo du limonade de la Boston. Qui a jamais changé finalement, qui a toujours été celui-là. Il a été retravaillé sur les 10 dernières années. D'accord. Pour moderniser un petit peu. Mais alors aujourd'hui, on va avoir un décor autour du logo qui va changer à chaque étiquette. Et qui sera jamais le même. Voilà. Pour les 130 ans. Juste spécialement pour cette année. Pour cette année, voilà, tout à fait. D'accord. Et vous, justement, quand vous regardez cette production-là, que vous vous dites ça fait 130 ans qu'on fait cette limonade, il y a quoi? Il y a de la fierté, il y a de la satisfaction, il y a de l'envie de faire autre chose encore? Oui, d'enrichir encore, de prospérer, de continuer. On travaille. On a travaillé pour nous, donc on va continuer de travailler le savoir-faire qu'on nous a appris. Et que vous voulez continuer de transmettre. Merci beaucoup, Stanislas. Merci. Vous voyez là, c'est en train d'être empaqueté et du coup, ça va être l'occasion pour nous, maintenant que tout est prêt, d'aller goûter. Et on vous donnera des infos justement sur le sucre. Ça ne m'étonne pas. Vous allez déguster ça, mais dans un tout petit verre, Héloïse. Je compte sur vous, évidemment. Je rappelle qu'il y a Isadora, notre diététicienne, qui est avec nous ce matin. Mais pour l'heure, Émilie, on va s'arrêter sur le Salon des Arts et de la Peinture qui ouvre ses portes à Bourges ce 31 mars jusqu'au 8 avril au Palais d'Oron. Et si vous vouliez nous parler de ça, c'est parce que, évidemment, il y a un événement au cœur de cette manifestation qui vous tient à cœur. Oui, parce que les bénéfices de cette manifestation-là iront à l'école de chiens guides d'aveugles de Coubert. Alors c'est en Seine-et-Marne, mais cette école-là couvre aussi plusieurs départements, dont le Loiret et l'Eure-et-Loire. Voilà pourquoi nous sommes ici en région Centre concernés par cette association qui sélectionne des chiens qui vont être des chiens guides et puis surtout les éduque. Alors vous savez qu'éduquer un chien guide d'aveugle, c'est 1 an déjà en famille d'accueil pour prééduquer le chien, et puis ensuite 6 mois pendant lesquels on va lui faire une tonne d'exercices et où il va apprendre une 50aine d'ordres en l'espace de 6 mois. C'est un sacré boulot et c'est surtout hyper nécessaire d'éduquer des chiens guides. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même en France actuellement 1 700 000 personnes qui sont malvoyantes, alors souffrant de cécité totale ou partielle.
Et pourtant, parmi toutes ces personnes-là, savez-vous combien ont un chien guide avec elles? Non. Vous le savez, Isadora, vous? Non, je dirais très très bas, 5%. 1%. Ah oui. Encore moins, 1%. C'est à peu près 200 chiens qui font des heureux, j'allais dire, chaque année. Parce que pour eux, c'est énorme, c'est sur toute la vie du chien. C'est un duo indissociable. Ça, c'est merveilleux ce qu'on fait avec un chien guide. Et puis, ce que fait l'école de Coubert, c'est ce que fait aussi, font toutes les écoles en France. C'est le but, justement. Oui, c'est le but. Et celle-ci, donc l'école de Coubert, pour cet événement-là, le but est de parrainer en fait un nouveau chien guide dans l'école. Alors l'entrée du salon, là, à Bourges, sera gratuite. Ça démarre ce samedi, là, au Palais d'Oron. Ce sera jusqu'au 8 avril. Alors vous y découvrirez 120 artistes, 600 œuvres qui représentent totalement l'œuvre picturale actuelle en France et à l'étranger aussi. Et vous savez pourquoi Isadora, en fait, Émilie nous parle de ça? C'est parce que c'est une grande passionnée d'animaux. Il en a marre, en fait, là. Ce qui veut dire, c'est qu'il en a marre. Dès que possible, elle place un sujet en fait sur les animaux. Mais en même temps, c'est une bonne cause. Oui, parce que... Non, mais franchement, je sais que ça vous agace un petit peu parfois. Non, vous ne m'agacez pas, je vous rassure. J'aime les animaux. Alors d'abord, non, ce sont des compagnons exceptionnels et puis on oublie souvent leur intelligence. Savez-vous qu'un chien a l'intelligence au moins d'un enfant de 2 ans, quand même. Donc il ne faut pas oublier ça. Mais il reste à ce stade-là toute sa vie, en fait. Oui, certains, je suis sûre, pourraient faire la pige. Non, il faut regarder l'œil d'un chien, regardez un petit peu. Et puis surtout, ils ont une capacité d'attachement, une capacité de justice, de bienveillance et d'entraîne. Franchement, on pourrait en prendre de la graine. Alors regardez les images qu'on voit en ce moment. Vous savez ce qu'il a fait, le chien, là? Ça n'est pas une publicité. Ça n'est pas une pub, c'est que le maître, en fait, faisait semblant de se noyer et le chien, d'instinct, lui mord la main, comme on voit. Pour le réveiller. Non, mais ça prouve que les chiens, comme tous les animaux d'ailleurs, ont une capacité d'entraide et de bienveillance. Très bien. On devrait en prendre de la graine. Alors là, tout de suite après la séquence, là, vous voyez, il y a séquence les chouilles obligatoire. Ça aussi, je sais que vous adorez. Moi, j'aime pas ce genre de cochonnerie, en fait. Oui, mais est-ce que vous savez... C'est pas très agréable de se faire lécher par un chien, Isadora. Vous avez déjà fait lécher par un chien? Ah oui, j'en ai 2 et voilà. Je ne sais pas s'il est l'heure de... D'accord. Non. Alors, si un chien, au pire... Ça y est, il est parti, on l'a perdu. Si un chien veut vous lécher, ou... Enfin, je veux dire... Voilà. Et savez-vous quelle est son intention, en fait, au chien? De faire l'amour avec vous, non? C'est pas ça? Non. En fait, c'est qu'il accepte que vous soyez le dominant. Et en fait, l'acte de vous lécher, c'est un acte de soumission pour le chien. Ah, donc vous aimez vous faire dominer par un chien, Émilie. Très bien. Non, c'est l'inverse. Je suis le dominant. Ah oui, bon. Ah oui. On va rester dans ce domaine et continuer à parler de nos amis les animaux. Et ça va vous plaire puisqu'on va parler des chevaux. Émilie, l'Almeria Park à Salbris a en son sein une équipe de passionnés spécialisés dans l'élevage de chevaux et surtout dans les cascades pour le cinéma. Pégase Prod est l'une des plus grandes écoles de formation et c'est en Centre-Val de Loire reconnue en matière de cascade avec donc Frédéric Sanabra qui est créateur et gérant avec sa compagne Christelle et ses enfants et vous allez le voir, ils sont très investis dans le projet. Salut mes petits amis. Ça, c'est bien. Fais gaffe parce qu'on doit travailler avec les rapaces. On doit répéter avec eux la semaine prochaine. Donc, vas-y, parce qu'il était... Je ne sais pas ce qui est arrivé à celui-là, il est tout moisi. Alors ici, ça peut faire centre aéré, atelier poterie, mais c'est vraiment pas ça. On fabrique ces jeunes qui vont devenir des cascadeurs, des voltigeurs, mais aussi des dresseurs de chevaux. C'est une formation très complète. On leur apprend aussi à fabriquer leur selle de voltige, à réparer des brides. Et ces brides-là, elles sont en réparation, elles ont 30 ans. Si tu veux, on a été, nous, les précurseurs de fabriquer des brides en prenant des modèles hussards, des modèles espagnols, des modèles de toutes les sortes. Alors là, tu vois, c'est assez dangereux. Tu as de quoi te trancher un doigt? Non, je rigole. On est une des seules écoles de formation cascade réelle équestre, mais aussi cascade physique. Depuis 3 ans, on est agréé par l'AFDAS, autant l'Almeria que moi comme formateur, et aussi par Pôle emploi. Du coup, ça nous donne une crédibilité, j'étais assez content. Là, tu vois, dans nos formations, je mets toujours un débutant, Christophe, qui vient d'arriver chez nous, qui débute, avec Mathilde, qui est, bon, entre autres, ma nièce, mais qui est une cascadeuse de chez nous.
Je mets toujours un débutant avec un plus averti. Quand on est petit, il y a un vrai côté magique parce qu'on part sur tous les contrats, on est sur les parcs d'attractions, les tournages, donc c'est hyper formateur et hyper intéressant. Après, il y a la question, est-ce que c'est parce que papa et maman font ça? Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ça? Et après, vers 16-17, ça se décante parce qu'on se retrouve soi-même et moi, j'ai choisi de faire ça parce que j'aime ça. Bizarrement, quand j'étais petit, j'étais un petit prince, j'aimais que briller sur scène et je détestais tout ce qui était à côté, travail, tout ça. Moi, je voulais briller. Et j'ai appris à apprécier le mauvais côté du travail, c'est-à-dire à se lever le matin à 6 h, travailler les chevaux, et maintenant j'aime travailler dans l'ombre, quoi. Moi j'aime tout, après évidemment la voltige, quand on est voltigeur, c'est quelque chose de très... C'est de la prouesse, c'est de la libération, c'est de l'adrénaline. Mais je me régale autant de travailler en dressage et pendant une semaine, tous les jours en dressage avec un cheval que d'aller voltiger. On ne peut pas choisir cette branche par facilité, il faut qu'on soit passionné. Parce que c'est 80% du travail et 20% à briller sur scène, quoi. Et vous allez pouvoir vivre l'aventure avec eux ce dimanche 1er avril, puisque l'Almeria Park va fêter ses 4 ans avec de nombreuses démonstrations et animations tout au long de la journée. Vous pouvez retrouver le programme sur le site internet. Il est temps de rejoindre Héloïse, mais avant, évidemment, Isadora, merci d'avoir été avec nous dans 9h50 le matin. Je rappelle que vous êtes diététicienne et que grâce à vous, on va pouvoir se faire plaisir désormais en mangeant un carré de chocolat noir. Une fois par jour, pas plus, avec un petit verre de limonade. Héloïse, que je rappelle que vous êtes à Janville, en Eure-et-Loire. Exactement, et je suis parfaitement bien entourée puisque j'ai les 2 héritiers de la famille Savoureux avec moi. On va fêter ces 130 ans ensemble, on va déguster un petit peu. 130 ans, évidemment, c'est un moment clé pour vous. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous mettez en œuvre cette année? Des nouvelles recettes? Nouvelles recettes, oui, également un gros plan de communication surtout. Ouais. Des étiquettes en édition limitée où elles seront toutes uniques, puisqu'il y aura toutes des dessins différents. On a des bulles par exemple sur ce côté-là. Voilà, donc en fait on aura toutes les bulles sur le côté. On peut avoir des formes géométriques, on pourra retrouver aussi des spirales. On pourra retrouver un côté un peu façon cuir, des petites vagues. Voilà, plein de choses et avec des couleurs qui vont varier aussi les unes entre les autres. Aujourd'hui, on a 9 recettes différentes, 9 goûts différents. 10. 10. Et donc, d'autres à venir, vous êtes en train de réfléchir à d'autres choses, vous avez envie d'innover, envie de changer des choses encore? Oui, bien sûr, toujours. Avec la bénédiction des parents, des grands-parents aussi, quand ils vous voient faire ça Pas toujours. Des fois, ils se disent, mais vous êtes complètement dingue. On leur montre. On écoute ce qu'ils en pensent, mais pas toujours. D'accord. Du coup, vous me disiez beaucoup de communication, mais finalement, est-ce qu'il y a besoin de communiquer? Les gens vous connaissent, les gens apprécient vos produits, vous le disiez, ça marche très très bien. Du coup, est-ce qu'il y a besoin encore d'en faire plus? Alors, c'est surtout en fait peaufiner ce que l'on a déjà. C'est un site internet plus à la page, plus au goût du jour. Ouais, vous venez de le mettre en ligne la semaine dernière. On l'a mis en ligne la semaine dernière. Une page Facebook plus active. Voilà, c'est plus par ce genre de choses quand on dit communication. Mais pour essayer de toucher un public que vous ne touchez pas encore finalement? Vous rêvez de quoi? Carrément exporter Oui, ça c'est s'agrandir un petit peu, distribuer partout en région centre déjà, ce serait bien. Oui. Et après, au-delà, éventuellement en France, parce qu'on sait qu'on est sollicité même en Bretagne ou même dans le sud de la France, donc pourquoi pas y aller et distribuer toute l'année. D'accord. Il y a des concurrents sur de la limonade artisanale ou alors, vous êtes pas si oui, tout à ça fait. Artisanal, oui. Alors en industriel et en artisanal comme nous aussi à petite échelle. On est aujourd'hui en France peut-être 10 ou 12 personnes à fabriquer une limonade artisanale. Mais plus ou moins, après, vous allez retrouver une limonade artisanale, mais pas forcément avec un bouchon mécanique. Oui. Vous allez voir retomber sur une bouteille avec un bouchon vis ou à capsule. Ça change quelque chose au niveau de la saveur? Côté saveur, ça va pas changer, mais c'est le côté habillement. C'est moins traditionnel. Voilà, c'est moins traditionnel, c'est moins ancien. D'accord. C'est comme une bouteille de champagne. Si elle n'avait pas le bouchon en liège, ce serait pas une vraie bouteille de champagne. Voilà. Ouais, c'est vrai. Bon, qu'est-ce qu'on goûte? Eh bien, litchi pamplemousse, ça vous tente? Litchi pamplemousse, moi ça me tente pas mal.
au départ, il y avait que la classique et il y en avait une, il y en avait nature, une uniquement. Ouais, voilà. Donc vous avez un peu révolutionné le truc en. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Et donc pomme verte, c'était la première, je crois, que vous avez. 2013, la pomme verte. On a eu le Boscola déjà en 2010. Puisqu'on nous a dit aujourd'hui, c'est les colas régionaux qui sont à la mode, il faut sortir un cola de la Beauce. 2010, c'était un peu près la mode à ce moment-là, oui. Ouais, donc 2008, on est reparti avec notre limonade. 2010, le Boscola. Et 2013, on a commencé à lancer les limonades parfumées. D'accord. Bon, allez, moi, je veux bien tester la limonade litchi pamplemousse. Je vous en prie. Merci beaucoup. Bonne dégustation. Et ben, servez-vous quelque chose aussi. Et puis, eh bien, on vous accompagne. Ouais, allez, c'est parti. Nous, on revient du coup dans un petit instant. Comme ça, on vous donnera justement l'adresse du tout nouveau site internet, tout beau, tout chaud. Et puis, les endroits où on peut éventuellement les retrouver. Voilà. Merci Héloïse, on aimerait bien avoir un petit verre de limonade à présent puisqu'on va se plonger, vous le voyez, dans l'univers du cirque avec Benji et Dimi qui sont en tournée pour des stages de cirque. En ce moment, vous êtes à Bonne-la-Rolande dans le Loiret. Merci d'être avec nous. C'est depuis le 12 mars, c'est la dernière semaine, 3 semaines au total. Qui allez-vous rencontrer ? Les enfants des écoles Beaunois pendant 3 semaines, puis après d'autres, Boine. Enfin voilà, on évolue comme ça au fur et à mesure des villes. Et comment se déroulent en fait les stages de cirque que vous proposez ? Dans quelle discipline vous présentez en fait aux enfants ? Eh bien, plusieurs formes de disciplines, parce qu'on va faire appel à la jonglerie, à l'équilibre, tout ce qui est trapèze, fil de ferriste, classe des clowns également. Il y a de quoi se diversifier et aborder plusieurs matières. Et tout cela avec vos 2 personnages, Benji et Dimi, ou vous êtes plutôt non costumés en fait lorsque vous allez à leur rencontre ? On n'est pas en costume, on est vraiment en civil, de façon à porter et être approprié. On est plus dans le cadre de sport que de spectacle finalement. Est-ce que vous animez les ateliers sous un chapiteau ou est-ce que vous allez au sein des écoles directement animer les ateliers dans l'école ? Eh bien les deux en fait. Les deux. D'accord. On est sous chapiteau actuellement à Bonne-la-Rolande, on Oui. sera pareil à Boine sous chapiteau. On évolue selon les projets pédagogiques, on s'adapte aussi aux projets pédagogiques des écoles. À toutes les tranches d'âge en fait ou seulement dans la première catégorie ? On va être plutôt sur les primaires, oui. À partir du CP jusqu'au élémentaire. CM2. Parce que primaire, c'est maternelle Tout à fait, Pardon. sur l'élémentaire. Vous avez une antenne incite à vous côté, hein. On ne peut pas se permettre, on n'a pas le droit à l'erreur. Avec c'est ça le petit côté créatif. Exactement. D'accord, c'est un restaurant. Que vous avez Vous avez parfaitement... freiné votre marionnette. Comment vous avez imaginé vos 2 personnages ? Simplement par une rencontre et le hasard de la vie. Je pense que pour devenir clown, on ne devient pas clown, on est clown. Vous êtes clown de naissance en fait, c'est ça ? Pas vraiment, ça se travaille. Je pense que c'est un vrai travail, c'est du temps. Quand on veut faire rire un spectateur, il faut respecter des temps. Je pense que c'est un petit peu comme votre métier aujourd'hui, avant même de réfléchir. Il y a un temps pour être un monsieur loyal et puis il y a un temps évidemment pour exactement. Écouter la construction d'un sketch, d'une scène de marionnette. Non, mais c'est pas ce que vous avez dit. Limite à tes chaussettes. Oui, parce qu'elle se sent toute seule, du coup, pour lui trouver des copines, si vous Très voulez, bien. vous pouvez prendre mes vieilles chaussettes. Ah hein, bah ça oui. fera l'affaire, Ah merci, mais moi avec mes vieilles riches, je fais Écoutez, plein de avec choses. ces chaussettes, je suis sûr que vous allez pouvoir nous montrer un petit peu Pour vos les talents. enfants. Prenez place et montrez-nous un petit peu un extrait de ce que vous proposez. Bien sûr, au parce que moi, public de la figurez-vous, région. je sais faire de la magie, monsieur. Allez-y, je vous présente, Oui. Monsieur Loyal. Oh, Benji parfait. et Dimi sont avec nous dans 9h50 le Merci. matin. Prenez place. Tu sais faire de la magie. Bah oui, hein. Ah. Et tu aurais besoin de quoi? Bah j'aurais besoin de tes gants, s'il te plaît. Mes gants? Oui. Tiens. Regarde, on va les poser là, sur le cube. Là? Oui. Ici. Très bien. Et ensuite? Et ensuite, j'aurais besoin de ton chapeau aussi. Mon chapeau? Oui. C'est tout? Oui. Ah bon. Tiens. Bah pose-le sur les gants, hein. Là? Oui, là. Faut le dire. Et alors? Et alors, je vais réussir à prendre les gants sans toucher au chapeau. Tu vas réussir à prendre les gants sans toucher au chapeau. Sans toucher au chapeau. Oh. Oui. Eh! On parie. Ah bon? Oui. Tiens, une bouteille de limonade. Ah bon? oui. Quelle limonade? Bah, la savourer. Ah bah oui. Évidemment. Attention. Oula. Ah, tchou, tchou, tchou. À tes souhaits. Mais non, ce sont les paroles magiques. Ça? Oui. Et alors? Et alors, j'ai réussi à prendre les gants sans toucher au chapeau. T'as réussi à prendre les gants sans toucher au chapeau. Sans toucher au chapeau. Oh. On a parié, hein? Bah ouais, oui, hein. Je vérifie. Bah vérifiez.
Et voilà, c'est moi qui ai gagné. Et voilà, c'est moi qui ai gagné. Comment ça? Bah j'ai pris le gant sans toucher au chapeau. Hein. C'est moi qui a gagné. Bravo. Il a perdu, play. Ça va pas, non? Non, c'est moi qui siffle la fin de la récréation. Ah c'est bon. moi, Monsieur Loyal, Merci. ce matin, Benji et Jimmy. Depuis 2011, vous êtes organisateur aussi du Festival du Cirque du Loiret. C'est aussi à Bonne-la-Rolande. L'édition, la prochaine édition, la 5e, aura lieu en 2019. Quel est l'esprit en fait de ce festival? Le cirque traditionnel, et puis surtout apporter la culture en milieu rural. C'est très important pour nous d'arriver à Bonne-la-Rolande avec un beau spectacle de cirque, avec les animaux, les clowns, les jongleurs, les acrobates. Vraiment, c'est ce mélange des horizons complètement différents avec les artistes et de mélanger ce programme. Même pour vous le allez pouvoir festival. inviter Milly, puisque vous avez vu, elle fait preuve d'une grande créativité dans ce domaine. Bah ouais, avec, faudra venir. Je croyais que c'était pour les petite animaux. marque. Et j'ai cru entendre pour les qu'elle avait animaux des aussi chevaux également. Exactement, elle peut vous les prêter. Tout votre parcours, on le retrouve sur votre site internet benjiedimi.com où notamment on retrouvera toutes les dates pour les prochains stages parce que là, il s'arrête donc cette semaine à Bonne-la-Rolande. Où allez-vous la semaine prochaine? Après, on va à Boine, juste Oui. à côté, à une étape Oui. de 3 km, donc énormément de route. Et puis après, on a les vacances scolaires. Et puis après, on se retrouve dans d'autres villes, Boisseau également, dans le nord Très du bien. département. Nous, on va à Jeanville maintenant avec Héloïse, C'est qui vrai est donc dans l'Eure-et-Loire. Ben oui, parce que vous parliez de limonade il y a quelques instants. Eh bien, elle va enfin la déguster pour nous, cette limonade. Hein, n'est-ce pas, Héloïse? Oui, et très sympa le petit hommage en plateau à la limonade et à la maison savourée. Juste petit compte rendu de dégustation. Fine bulle et très peu de sucre. Franchement, c'est délicieux. Vraiment délicieux. Voilà. Si vous voulez retrouver leurs produits, vous pouvez venir ici à Jeanville. Ils sont connus comme le loup blanc, donc vous n'aurez aucun problème à les trouver. Sinon, il y a plein de magasins spécialisés qui vendent cette limonade. Il y a aussi des grandes et moyennes surfaces. Il y a aussi des cafés, des hôtels, des restaurants, bref. Et sinon, il y a le salon de la gastronomie à Orléans. Et sinon encore, il y a les artisanales de Chartres également. Et puis il y a un site internet, comme je l'ai dit, tout beau, tout chaud, limonade avec un s-la-bosseron.fr. Si vous tapez tout ça, vous devriez trouver normalement sans aucun problème. Voilà. Merci, Héloïse. Quel est le programme de demain? Eh bien, nous allons parler d'élégance masculine. C'est un sujet pile poil pour vous, Jérémy. Ça se passera du côté d'Argenton-sur-Creuse, dans l'Inde. Merci, Héloïse. J'espère qu'ils auront des très bons vestons comme celui que je porte à présent. Et puisque vous parliez limonade, eh bien nous, demain, on va recevoir un créateur de Touraine qui a lancé une boisson avec de l'hibiscus et du jus de pomme. Alors, je n'en dis pas plus. Ça nous rappelle un petit peu des contrées africaines. Il y a un mélange de cultures dans cette boisson que vous voyez à l'écran. Et puis on ira également au château Rivaux avec ses 14 jardins de contes de fées et un grand rendez-vous qui aura lieu donc le 5 avril, un concours innovant et éco-responsable avec le chef étoilé Yannick Aleno qui sera donc proposé. On reviendra sur ce programme demain. Soyez au rendez-vous dans 9h50 le matin, bien entendu, sur France 3 Centre Val de Loire. Et puis d'ici là, connectez-vous sur notre page Facebook. Excellente journée et à demain. À demain.